Tavi de m'accueillir aujourd'hui. Merci à la filière. C'est la première fois que je viens, mais je suis favorablement impressionné par la qualité des échanges, même si moi, mon domaine, c'est plutôt la distribution et la consommation. Et donc, je vais vous parler de ça. Alors, je vais vous parler de ça dans un contexte très particulier, parce que depuis 4 ans maintenant, toutes les filières alimentaires et la filière volaille ne fait pas exception, elle ne fait pas l'objet d'un développement séparé. La consommation est sous le choc, c'est-à-dire que dans la filière volaille, 60% de la consommation est réalisée auprès des GMS, 25% auprès des industries agroalimentaires et 15% auprès de la restauration hors foyer. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est difficile en GMS. C'est difficile, pourquoi? Parce que les consommateurs aujourd'hui déconsomment. Ils déconsomment, mais la volaille est traitée différemment. Même si les volumes ont légèrement baissé, c'est rien à côté de ce que les autres vivent. Ça, c'est déjà important pour la filière. Alors, quand on regarde ces chiffres, on s'aperçoit que finalement, le lien production et consommation en termes de données sur les viandes brutes, sur la volaille, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Là, je vous ai pris les données sur 30 ans. Et quand on regarde ces données sur 30 ans, on s'aperçoit que la production en volaille a certes baissé de 17%, ce qui est un souci, on en reparlera, mais en termes de consommation, tout va bien, plus 56%. Aucune autre filière animale aujourd'hui ne vit finalement une telle situation, et ce n'est pas la viande bovine qui me contredira. Donc, dans cette étude, on s'est positionné en se disant, aujourd'hui, on a un rapport consommation-production qui amène la volaille à vivre les choses différemment. On le voit en GMS, on le voit au détail. Sans doute que la volaille, depuis quelque temps, et le poulet en particulier, a choisi la bonne segmentation. En marketing, c'est toujours une question de segmentation. Et là, c'est vrai que quand on regarde le linéaire en face de soi, d'un côté, on a le pack, le poulet entier, première segmentation. On a derrière l'autre la découpe, une segmentation aujourd'hui qui va bien, voire très bien. Et puis à côté, on a du produit élaboré, voire ultra élaboré. Le consommateur l'a parfaitement compris. Cette segmentation, elle n'existe pas à l'identique dans le porc, elle n'existe pas à l'identique dans le bovin et surtout pas dans l'agneau. Et donc, faut-il voir dans cette segmentation, aujourd'hui réalisée en GMS, le succès qu'a porté la filière, mais évidemment, quand on regarde le B2B, les industries agroalimentaires, quand on regarde la restauration hors foyer, cette segmentation n'existe plus. Cette segmentation n'existe plus, et à ce moment-là, ce sont les imports qui rentrent, effectivement. Alors, souvent, j'entends, et on me dit souvent, et beaucoup de journalistes ou autres me disent « la consommation de viande baisse ». Ben non. Ben non. Ce qui change, c'est le lieu de consommation. Aujourd'hui, effectivement, on a des consommateurs qui consomment moins de viande chez eux, mais de plus en plus à l'extérieur. En gros, on a 2 facteurs qui expliquent ça, tout simplement. La distance entre le domicile et le travail a été multipliée par 2. On est passé de 15 à 32 km en 20 ans. On prend dorénavant 60 repas de plus à l'extérieur en 20 ans également. Tout ceci a amené la restauration hors foyer à croître à 2 chiffres depuis 2010, excepté l'année effectivement Covid qu'on a connue. Mais pour le reste, c'est reparti et tout va. Et tout va seulement, effectivement, par manque de segmentation et tout simplement parce que le consommateur n'est pas informé de ce qu'il mange, l'origine France ne s'impose pas en restauration hors foyer et encore moins dans le B2B auprès des industries agroalimentaires. Alors, il existe effectivement une asymétrie, c'est-à-dire qu'en volaille, on a une décapitalisation qui s'annonce catastrophique au regard de l'explosion de la consommation. Quand je suis auprès de l'OP Eureden, Organisation de producteurs Eureden, en Bretagne, effectivement, qu'est-ce que j'entends de la part des éleveurs? C'est la déprise. C'est-à-dire qu'ils quittent le métier. Ils quittent le métier, ils le disent sans phare. Et d'ailleurs, j'étais à côté de 2 sœurs, la jumelle, qui me disaient « Monsieur Mével, on va quitter le métier parce qu'aujourd'hui, on n'a plus, nous, d'espoir ».
Et cette décapitalisation, elle est quand même extraordinaire quand on regarde au contraire le succès de la volaille en tant que viande de consommation au détail. Il y a là un paradoxe. En bovin, la décapitalisation des cheptels, elle va bien plus vite que la déconsommation. Et donc, on se dit, mais que fait la filière de son succès? Que fait-elle de son succès? Est-ce qu'au contraire, elle est en train de l'hypothéquer? Ou alors, au contraire, est-ce qu'elle va capitaliser dessus? Alors, derrière ça, quand on se dit, mais c'est intéressant de regarder sur les 2 années d'inflation, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, les viandes et la volaille ont plutôt moins augmenté que les autres produits. Vous allez me dire, sur les 6 premiers mois de 2022, ce n'était pas parti pour. En fait, regardez la volaille, sur les indices INSEE qu'on a reçus, variation en termes d'inflation, 18,1%. Cette inflation alimentaire qu'on a tous subie, elle est en train de faire exploser les modes de consommation, elle est en train de faire exploser l'assiette du Français. La France, qui était un pays aux 3 repas, est en train aujourd'hui de céder le pas. Et au bout du compte, derrière, eh bien, on voit moins d'entrées, moins de légumes, moins de desserts, la filière laitière sous le feu, effectivement. On voit bien que c'est en train de bouger. C'est en train de bouger, mais la volaille est restée raisonnable dans l'inflation et le consommateur n'a pas à se plaindre parce qu'à côté de ça, voilà ce que le consommateur a subi depuis 2 ans. C'est-à-dire que, dans le fond, face à cette inflation alimentaire inconnue pour nos générations, eh bien, ce sont les produits de base qui ont le plus augmenté. Et ça, c'est une grande surprise, à tel point que j'ai posé la question à mes collègues de l'INSEE, y compris dans les INSEE régionales, pour dire, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompés? On attendait les plats préparés, on attendait l'élaboré en tête de tout. Résultat, ce ne sont pas les élaborés, ce ne sont pas les produits transformés qui ont le plus augmenté, mais au contraire, tous les produits que vous voyez là sont des produits de fond de placard. C'est sûr que c'est la revanche du placard sur le frigo aujourd'hui, mais les augmentations concernent surtout aujourd'hui des produits de base. Ça pose problème parce que la filière volaille a été interrogée. Et je me rappelle de cette réunion, effectivement, à Bercy, dans laquelle le ministre nous parlait de greedflation. De greedflation, c'est-à-dire de la prise de marge des industries agroalimentaires relativement aux prix finaux des produits. Sur ces produits de base, ben là c'est signé, alors je ne dirais pas que c'est signé Fantomas, mais presque, c'est-à-dire que c'est signé la grande distribution. Il n'y a pas d'intermédiaire là. Quand vous voyez aujourd'hui une tête de chou-fleur bio du Finistère Nord, de la SICA Saint-Paul-de-Léon, qui cote au marché au cadran 25 centimes, plus 12 centimes et demi de conditionnement et qui est vendu 4 € en ce moment en GMS, ben c'est ça. C'est tout ce que vous voyez là. Donc dans le fond, la filière, elle est restée très raisonnable, hormis effectivement les distributeurs. Je vous rappelle qu'en juin 2022, chez Leclerc, 2 filets de volaille, 2 fois 125 grammes, à 50 € le kilo. On était effectivement à 9 € la barquette. Incroyable. C'est-à-dire la volaille au prix du bœuf maturé. C'est redescendu depuis, mais la constante prix est toujours là. Alors, dans cette recherche, on a fait l'hypothèse centrale suivante, c'est que, dans le fond, les importations déferlent, alors même que doucement, le consommateur est en train de considérer effectivement la mention valorisante Origine France comme un élément, comme un critère d'achat, comme même une désirabilité sur certains segments de population. Ça n'empêche pas la situation suivante, à savoir inexorablement la montée des importations. Marc Leformand, le ministre de l'Agriculture, nous disait au salon, le taux d'autosuffisance en volaille est en train de tomber. Et oui, monsieur le ministre, il est en train de tomber, effectivement. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors que la consommation est là, elle tient. La seule filière aujourd'hui, parce que le porc est touché dans le fond, mais en volaille, on tient, mais dans le fond, derrière, on est en train d'assister à une déprise qui nous amènera peut-être à reconsidérer les choses. Alors face à ça, quelle est aujourd'hui la valeur perçue par le consommateur de la volaille française? Est-ce que cette valeur perçue, c'est-à-dire l'ensemble des qualités qu'on peut lui attribuer, est-ce que cette valeur aujourd'hui
peut tenir devant le prix, ou alors est-ce que seulement le prix et seulement le prix, le diktat du prix bas s'impose aujourd'hui dans la tête du consommateur? On a fait une recherche en 2 temps parce que c'est pas toujours facile d'avoir les moyens. Certains de mes collègues s'en sont fait jour là tout à l'heure, donc c'est intéressant, on est dans les mêmes logiques. On a opéré avec une étude empirique qualitative auprès de focus group en région Bretagne, et puis on a surtout exercé et construit une étude probabiliste quantitative sous quota, je dirais, qui nous a fait apparaître finalement la valeur ajoutée client, ce pourquoi on paye en volaille, c'est-à-dire pour 100 € d'achat en volaille, quelles sont et quelle est la répartition de la valeur ajoutée en termes de pondération. Mais on ne s'est pas arrêté là non plus, on a essayé de construire ce qu'on appelle la contre-valeur ajoutée client. C'est pour quelle raison aujourd'hui je ne consommerai plus de poulet, je ne consommerai plus de volaille. Alors, les résultats sont intéressants parce que on voit bien que le lieu principal d'achat pour 50% des sondés, c'est la grande distribution. C'est-à-dire qu'on voit apparaître là une filière volaille qui est sous dépendance d'abord de son premier acheteur. Elle est tellement sous dépendance de son premier acheteur qu'en fait le second acheteur est très loin de derrière. Et donc au détail, ce sont ces prix-là que le consommateur va subir. Alors, on a opéré une segmentation sur le pouvoir d'achat parce que le consommateur aujourd'hui, quand on l'interroge, on lui parle viande, pouvoir d'achat, voire vouloir d'achat dans certains cas, mais pas de pouvoir. Et donc on a segmenté l'échantillon et vous voyez, 13% des personnes seulement disent avoir restreint leurs dépenses alimentaires en volaille, et je dirais pour une question de pouvoir d'achat. 13%, c'est très faible. En viande bovine, on est à 65%, pour vous donner l'idée. De l'autre côté, des gens qui cherchent un rapport qualité-prix, oui, ils cherchent un rapport qualité-prix dans une consommation qui est plus marquée vis-à-vis des marques nationales et des MDD. Et on a quand même 43%, une quarantaine de pourcents de personnes qui subissent ce rapport qualité-prix. Et puis derrière, autrement, environ 40%, 45% de personnes qui, eux, vont rechercher finalement plus de la qualité. Alors, si on devait remettre tout ça et finalement dans l'ordre, les consommateurs dans la filière volaille ne parlent jamais de la qualité sanitaire. C'est un acquis, c'est-à-dire que l'État fait son job et à partir de là, le consommateur, il compte les points. Il n'y a que tout d'un coup, quand il y a un scandale alimentaire de type Lactalis ou autre, que le consommateur s'en émeut, mais il faut que ça arrive effectivement devant le parquet santé à Paris. En matière organoleptique, toujours le goût, avec d'ailleurs une injonction contradictoire. On nous parle beaucoup de la pintade dans les focus group, goût égale pintade, mais finalement, l'offre de pintade aujourd'hui est tellement faible en GMS, même sur les tables, que le consommateur, c'est un peu comme dans la filière cunicole et le lapin, en dessous de 2,5 kg par personne en France, vous disparaissez littéralement des cadrans et on vous dit au revoir. Donc aujourd'hui, victoire du poulet, mais on va dire avec une logique sur le goût et organoleptique qui met quand même une hypothèse restrictive. Des qualités nutritionnelles indéniables, et puis ce qui apparaît, surtout sur les 2 segments précédents, voyez, ceux qui recherchent de la qualité, ceux qui également nous disent qu'ils ont modifié leur comportement d'achat pour une consommation plus responsable, eux aujourd'hui s'intéressent à la qualité culturelle. Et d'ailleurs, et c'est vrai, je me rappelle d'un ancien représentant président du Sinalaf qui me disait, monsieur L, c'est dingue en Bretagne, tout d'un coup là, cette marque, mais simplement le label produit en Bretagne, donc la marque collective régionale, et au bout du compte derrière, il s'en vend plus que du fermier d'Argoat, IGP, label rouge. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une partie du local qui s'exprime à travers ce compartiment, ce segment lié à la qualité culturelle du produit. Et c'est pas un hasard si toutes les régions aujourd'hui se dotent finalement de marques collectives régionales, parce que ça participe de ce segment porteur. Dernier segment en forte augmentation qu'on ne voyait absolument pas il y a 5 ans. Une qualité RSE, effectivement. C'est-à-dire que là, le consommateur, il met un peu tout. Il y met la biodiversité, il y met l'eau, il y met la qualité du sol,
il émet les émissions de gaz à effet de serre, il met beaucoup de choses, mais pour lui, on sent bien qu'il y a une demande sur une offre aujourd'hui de type RSE. Alors, dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Alors, excusez le diapo, mais j'ai préféré vous le mettre, je dirais, totalement et complètement pour que vous voyez finalement les grands postes. À la question finalement, quels sont vos critères d'achat aujourd'hui en termes de volaille, vous voyez que l'origine France, finalement, et l'origine France de l'alimentation animale, tout ça ne pèse que 13,86 € pour 100 € d'achat au détail. Les conditions d'élevage, 29,03%. On ne les attendait pas si hautes. Mais qui dit conditions d'élevage signifie aussi rétribution des éleveurs à hauteur de la valeur ajoutée qu'ils apportent aux critères d'achat, bien entendu. C'est important. C'est quasiment un tiers de la valeur ajoutée qui est aujourd'hui construite dans les élevages. Derrière, regardez, le local 15,85, c'est-à-dire le local qui domine, même si on est dans la marge d'erreur, parce que la marge d'erreur sur l'enquête est de 0,8%. Dans le fond, ça pourrait être 15, ça pourrait être 16,5, mais dans le fond, le local domine l'origine France. C'est dire aussi que quand on vend de la volaille aujourd'hui, eh ben, c'est intéressant de participer d'une offre Origine France, mais d'une offre locale. C'est un peu comme le président de Sodial qui me dit on va créer des marques locales aujourd'hui comme éleveur du Sud-Ouest parce qu'il dit nos marques nationales aujourd'hui de type Yoplait ne suffisent pas. On a une demande aujourd'hui pour avoir du Yoplait local. Et donc c'est démultiplié à travers par exemple cette marque éleveur du Sud-Ouest. Donc on voit que derrière les engagements sociétaux, 5,16% seulement. Et de l'autre côté, la traçabilité, la réassurance du consommateur, 4,68. La présence d'un signe du label de qualité, 13,14%. Évidemment, un sondage réalisé en 2022, en juin 2022, au plus dur de l'augmentation. Donc effectivement, aujourd'hui, on pourrait très bien se dire que, si on le refaisait, on n'aurait peut-être pas tout à fait les mêmes résultats. Mais en période de crise, je dis toujours à mes étudiants, la valeur ajoutée client, c'est bien, les critères d'achat, c'est bien, mais il faut d'abord participer au game, au match, et la contre-vac est bien plus importante. La contre-vac, c'est finalement toutes les bonnes raisons que le consommateur a pour ne pas acheter. Et il en a beaucoup, des raisons pour ne pas acheter. Beaucoup plus que des critères d'achat. On regarde la symétrie entre les critères. Et là, vous voyez que l'origine française non garantie, on tombe à 10,50%. C'est dire le travail aussi qu'il y a à faire, et c'est dire si certains, effectivement, en restauration hors foyer, peuvent aujourd'hui se dire que même s'il y a un affichage rendu obligatoire, ils sont un peu préservés parce que le consommateur n'est pas encore tout à fait complètement réveillé. Regardez les conditions d'élevage jugées non qualitatives, 14,28%. On est là, je dirais, sur 34,28%, pardon. On est là véritablement dans un succès. À la fois le critère d'achat le plus important, à la fois, si ces conditions n'étaient pas réunies, finalement, un critère important pour ne pas faire. Ce qui apparaît dans les focus group et dans ce sondage, c'est que dans le fond, le bien-être animal n'est pas un critère d'achat, mais la maltraitance animale est un critère de renoncement à l'achat. Confère dans les œufs, par exemple, ce qui est arrivé à une célèbre marque quand elle a pris effectivement 3 missiles par le travers par L214. C'est-à-dire que c'est bien la maltraitance animale qui a entraîné la situation. Mais on n'a pas de consommateurs, et on le sait très bien pourquoi, qui nous disent en matière de viande, il y a marqué bien-être animal, j'achète. L'injonction contradictoire psychologique, il sait qu'il est le consommateur, donc celui pour qui on tue en dernier ressort, et il n'a pas besoin qu'on le lui rappelle. Et je dis ça souvent à Jean-François Guérard, le président de l'Interbev, j'ai attention au bien-être animal auprès des consommateurs. La maltraitance animale, effectivement, est très sanctionnée par le consommateur qui quitte la marque en question tout de suite. Mais le bien-être animal, il faut être très prudent, ce n'est pas un critère d'achat, pas encore. Derrière, quand on voit l'absence de marque connue, on voit aussi que dans le fond, la volaille, elle est assez diverse aujourd'hui et que toutes les offres peuvent trouver leur place sur les linéaires. Alors, si on devait remettre tout ça sur
pianogramme de la valeur, on aurait une valeur ajoutée perçue, donc, en ordonnée, en abscisse le prix. Et voilà comment le consommateur regarde les choses. Tout ce qui est noir, c'est quand on lui met ça et qu'on lui présente ça en focus group, non, il n'en veut pas. Il n'en veut pas et c'est vraiment, il nous le dit. Toutes les volailles précitées tout à l'heure, on les voit. Ce qui est un peu plus grave, c'est que dans le fond, le label rouge devient cœur de gamme, devient milieu de gamme. Le label rouge, la bio, sont devenus milieu de gamme, c'est-à-dire absolument pas différenciants. Quand on voit sur les segments, on a 49 millions de foyers fiscaux, sur les déciles 9 et 10, c'est-à-dire les foyers fiscaux les plus aisés, apparaît la trilogie absolue, fermier, local et bio. Quand c'est fermier, local et bio, on achète les yeux effectivement fermés. Ce qui est peut-être un petit peu inquiétant, c'est que tout ce qui est certifié, tout ce qui est volaille française, aujourd'hui, c'est milieu de gamme. Et je pense qu'il faut reconnecter le consommateur aujourd'hui à la volaille française en lui rappelant effectivement qu'origine France égale locale et que dans le fond, il n'y a pas que la volaille fermière, que le mot fermier qui emporte la valeur perçue. Alors, j'en finirai là parce que je vois qu'il me reste 1 minute. Alors, dans les linéaires, ce qui s'est passé depuis 2 ans est tout à fait symptomatique. Vous voyez, les MDD en 2021, elles avaient un prix et une valeur perçue. Ce qui me surprend le plus, c'est l'extraordinaire montée de la valeur perçue des marques de distributeurs. Même si finalement en 2023, ces dernières n'ont cru que de 0,8%. Mais à côté de ça, les grandes marques ont cédé 7%. Et on voit bien, effectivement, aujourd'hui, qu'il y a un travail à faire pour absolument venir sur les attendus aujourd'hui du consommateur, mieux les prendre en compte, de façon à pouvoir revenir au niveau des MDD. Mais il n'y a pas que la filière avicole qui est concernée. On vient de terminer une enquête là, dans laquelle, effectivement, demain, devant l'Organisation des producteurs Lactalis de Bretagne, je vais leur dire, regardez, vous avez voulu une enquête, regardez, la valeur perçue aujourd'hui des MDD du groupe Leclerc est supérieure à bien des marques du groupe Lactalis. C'est une donnée essentielle aujourd'hui qui est importante. Et donc, derrière, ce qui est important, c'est de travailler pour pouvoir redonner, reprendre de la valeur. Les marques des coopératives aussi, pour certaines, ont beaucoup avancé, sans doute parce qu'en raison d'une modération finalement en termes d'inflation. Voilà, mes conclusions sont toutes simples. Je dirais la valeur perçue, aujourd'hui, elle évolue et la filière doit s'adapter, pas plus que les autres, mais comme les autres. La contrainte du prix, elle est là, mais vous êtes quand même la filière animale qui est le moins sous le feu aujourd'hui du prix. Et puis, il y a quand même beaucoup d'offres dont la valeur perçue est inférieure au prix. Toutes les offres où la valeur perçue est supérieure au prix, exemple de beaucoup des MDD, se vendent. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de mener la même étude sur la RHF en ouverture, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur les consommateurs et sonder également 1400 consommateurs en restauration hors foyer pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce qui se passe, c'est la descente en gamme, et j'en ai terminé, cette descente en gamme qui amène beaucoup de consommateurs à quitter McDo pour la sandwicherie. On a une descente en gamme en RHF, on a une descente en gamme également sur les produits élaborés, et on a une descente en gamme en GMS vers la MDD, c'est elle qui profite, voir le premier prix. Mais quand vous voyez le premier prix aujourd'hui, vous regardez 9,90, 9,69 pour le filet EcoPlus, Leclerc, qui est le moins cher de France. Ça rend fou Michel Biraud chez Lidl, qui ne peut pas faire la même chose, mais vous voyez, finalement, la volaille, critère essentiel du distributeur pour aujourd'hui son business. J'en ai terminé, merci. Merci. Merci, c'est extrêmement intéressant. Questions. Nous avons 10 petites minutes de questions. Alors, le temps que la salle se mobilise, moi, je voudrais rebondir sur votre dernière remarque. Donc, on n'a aucune, on n'a pas la trace de, finalement, si ces mêmes critères d'achat sont ou pas utilisés sur des plats cuisinés, qu'on dirait, voilà. D'accord. Bon, non, en fait,
dans ce qu'on appelle la transition alimentaire, on voit clairement que la principale demande du consommateur, c'est la levée de l'anonymat sur l'origine des produits, sur les composants de ces produits, sur les lieux de fabrication. Ça, c'est cette demande qui vient, et cette levée de l'anonymat, eh ben, elle n'intervient pas effectivement pour encore, alors pas dans tous les cas, hein, parce qu'il y a aussi certains restaurants, je dirais lyonnais, parisiens, qui commencent à s'y mettre parce qu'il y a une demande qui vient, effectivement, mais il n'y a pas de levée de l'anonymat demandée. En gros, aujourd'hui, ben dans le fond, c'est balance ton restaurateur ou balance ton plat préparé, hashtag balance ton restaurateur. C'est-à-dire que quand on demande l'origine de la volaille dans certains restaurants, et ma compagne me dit « tu vas me faire honte encore », parce que des fois, on se fait expulser. Et on vous dit, si vous n'êtes pas content, monsieur, vous vous levez, vous partez. Mais derrière ça, il est clair que c'est à nous tous, avec nos cartes bleues au restaurant, de demander, d'exiger l'origine France. Merci. Yep. Merci pour votre présentation. Dans le titre de votre présentation, vous avez utilisé le mot consommateur citoyen ou citoyen consommateur. C'est sans doute la même personne, mais dans le focus group, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont consommateurs ou citoyens, ou moitié-moitié? Est-ce que dans le magasin, est-ce qu'ils ont le même comportement? Alors le consommateur, c'est l'homo economicus. Lui, il est tout pour lui. C'est-à-dire qu'on est obligé de le suivre pas à pas parce qu'il fait tout en fonction d'un égoïsme tout personnel, et quand c'est un problème pécunier, il va acheter les prix les plus bas. Donc le consommateur, on sait lui ce qu'il fait. Souvent en ce moment, effectivement, dis-moi quel est ton décile aujourd'hui de consommation et je te dirai quelle volaille tu as dans ton assiette. Le citoyen, lui, c'est quelqu'un qui regarde le fameux triangle environnement, agriculture, citoyen. Et c'est ce triangle-là qu'il observe. Et aujourd'hui, et je me rappelle de cette enquête demandée par Julien de Normandie, quand on demandait effectivement sur 16 régions françaises, finalement, laquelle de ces régions vous trouvez que le lien entre l'environnement, l'agriculture et le citoyen est le plus abîmé? Et sans surprise, la Bretagne était sortie. Et donc on voit bien que d'un côté, le citoyen, lui, juge le territoire et le lien agriculture-territoire, le consommateur juge son assiette et son pouvoir d'achat. Autre question? Louis? Oui, c'est juste une question, un petit peu un détail technique, mais c'est important de savoir que le label rouge est associé au décret fermier, ou plutôt le décret fermier est associé au label rouge. Et c'est étonnant de voir que le label rouge se trouve perdu dans la masse, alors que la notion fermière est mise à l'honneur. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un hiatus, ou peut-être qu'il va falloir qu'on se mette en cause, nous, en se disant mais on ne sait pas communiquer correctement sur le label rouge, c'est pas possible de se retrouver perdu, alors que théoriquement c'est la base même de la notion fermier. Inscrit dans le code rural, comme vous le dites. Oui, vous avez totalement raison, ça nous a surpris aussi. C'est-à-dire que, je ne pouvais pas tout vous montrer, mais il y a une question qu'on a posée, qui était dans la filière volaille, à qui faites-vous le plus confiance pour assurer la qualité de votre viande volaillère? Et l'éleveur est venu tout de suite en tête. Et en fait, quand on pose la question en focus group à 32 personnes, pouvez-vous nous définir ce qu'est un label rouge? Non, il n'y arrive pas. On a à peine 30 à 40% qui sont capables de lier le label rouge à l'origine France. Pour les autres, ils disent c'est que ça doit être de la qualité, c'est tout. Mais derrière, le mot qualité, ils ne mettent pas grand-chose. Alors que sur le mot fermier, il y a toute une utopie et ça va beaucoup plus vite. Et donc, je pense que dans la communication aujourd'hui de la filière sur le label rouge, il y a un petit travail de précision à faire auprès du consommateur pour, allez, on va prendre un mot à la mode utilisé par notre président, pour réarmer effectivement le label rouge. Est-ce qu'il y a d'autres productions où on a le même hiatus entre label rouge et fermier? Non, parce que, en fait, on va dire, la filière volaille est la filière où le label rouge est le plus puissant. C'est-à-dire que dans les autres filières, le label rouge n'a pas finalement la même part dans les ventes. Et donc,
c'est là qu'on se dit, voilà, parce que dans certaines filières, le label rouge aujourd'hui, c'est vrai qu'en viande bovine, c'est vraiment une question. Hein. C'est vraiment une question. Alors que quand on regarde les ventes de label rouge, alors c'est vrai que quand on regarde le poulet entier, mais le poulet entier, même si aujourd'hui c'est en décroissance, c'est un marqueur important en termes d'image. Et quand on regarde, on est toujours à 45% finalement des ventes de poulet entier qui concernent le label rouge. Et on n'a pas d'équivalent dans d'autres filières.